Bonjour à tous et à tous et bienvenue au dévoilement tant attendu des résultats de la troisième édition de l'étude digitale qui observe le comportement et les préférences des utilisateurs canadiens et américains en ligne et sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on vous présente 5 grandes idées qui vont vous guider dans l'élaboration de vos stratégies numériques en 2025. Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux vous partager quelques informations sur le déroulement du webinaire. On devrait être ensemble pour un peu moins d'une heure. Il y aura une période de questions à la fin. Vous pouvez dès maintenant commencer à les poser dans la barre en bas qui s'appelle Q&R ou Q&A si votre Zoom est en anglais. Et pour répondre à la question qui est sur toutes les lèvres, oui, vous obtiendrez une copie de l'étude de cette année par courriel dans les heures suivant la fin du webinaire. Comme à chaque année, c'est notre cadeau du temps des fêtes. Ça nous fait plaisir de vous donner nos données, des informations et des insights qui vous seront utiles, on l'espère, pour mieux comprendre l'utilisateur d'aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Mottet, je suis directrice générale chez Léger Digital et aujourd'hui, je serai accompagnée de mes brillants collègues Boris et Amélie. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'étude digitale, elle est importante pour nous parce qu'elle prouve année après année toute la puissance de bâtir sa stratégie numérique sur de la recherche. Dans un monde où chaque dollar compte et que l'attention est rare, c'est en comprenant mieux les tendances, les comportements de nos audiences qu'on réussit à avoir plus de succès et à se démarquer. Et c'est exactement ce qu'on est et ce qu'on fait chez Léger Digital. On est la seule agence qui allie recherche et marketing numérique. On est spécialisé dans la mise en place de campagnes numériques de performance et d'activation de contenu, vous l'aurez compris, basées sur de la donnée. Mais pas juste de la donnée, parce que ça, on s'entend, tout le monde le fait aujourd'hui. Nous, on base nos réflexions stratégiques sur une fine compréhension du comportement, des envies et des préférences de vos audiences. On est capable de leur parler, de tester des concepts et on comprend qui sont les Canadiens, qui sont les Québécois. Ça, c'est grâce à notre intégration complète avec nos collègues chercheurs, évidemment, mais aussi à notre équipe numérique aiguisée et à nos clients qui voient véritablement la valeur dans l'information de plus qu'on est capable d'aller chercher et d'actionner. Cette année, on s'est intéressé à des thèmes comme l'utilité des plateformes, l'utilité que les plateformes ont pour chaque groupe d'âge, le EGC. Si vous ne savez pas c'est quoi, il n'y a pas de stress, vous allez l'apprendre aujourd'hui. On va parler d'humour sur les médias sociaux. On a testé de vraies publicités pour savoir qu'est-ce qui est le plus apprécié entre une publicité plus traditionnelle versus un contenu influenceur. Et on a posé des questions sur les cookies et l'intelligence artificielle. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin pour parler de ce sujet de l'heure. L'objectif, c'est de faire un tour d'horizon de ce qui se passe en ligne et d'en ressortir les tendances fortes. Donc, j'espère que vous êtes excités de découvrir le contenu. On part ça. Amélie, pour répondre à toutes ces questions, qui est-ce qu'on a sondé pour répondre à l'étude? Oui, donc on a sondé en fait environ 4000 répondants via le panel de Léger, précisément environ 3000 au Canada et 1000 aux États-Unis. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est vraiment des données canadiennes. Donc, on va mettre l'emphase sur les Canadiens qu'on a sondés, les 3000 Canadiens. Juste à titre indicatif, chez Léger, on est beaucoup connu pour nos sondages politiques, nos sondages dans les médias. Pour votre information, quand on fait un sondage sur les intentions de vote, par exemple, typiquement au niveau national, on sonde 1500 personnes. Donc, avec 3000 Canadiens dans notre échantillon pour cette étude-là, on a vraiment un beau terrain de jeu d'analyse pour aller chercher différentes tendances au global, mais aussi parmi différents sous-groupes qui peuvent nous intéresser dans le cadre de l'étude. Pour l'étude digitale de cette année, on a collecté les données du 5 au 17 août 2024. Comme on le fait pour l'ensemble de nos sondages chez Léger, on a pondéré les résultats vraiment pour s'assurer d'avoir un échantillon qui est représentatif de la population générale. Et aussi, vous allez voir, j'en ai parlé un peu, mais à certains moments dans le rapport, on va comparer les sous-groupes entre eux. Par exemple, on pourra voir en vert ou en rouge si une tendance est plus forte ou plus faible chez les 16-24 ans versus les autres groupes d'âge. Et on va aussi faire des parallèles avec les deux mesures précédentes de l'étude pour voir qu'est-ce qui a évolué de façon significative à la hausse ou à la baisse. Mais les bases étant dites, sans plus entendre, on va entrer dans le vif du sujet. Sarah.
Oui, merci beaucoup, Amélie. La première découverte qu'on a fait, c'est qu'il y a une utilité distincte pour chaque groupe d'âge, pour chaque plateforme. Mais d'abord, allons voir notre grand tableau qui revient année après année, qui va illustrer le pourcentage d'utilisateurs ayant un compte sur les plateformes. C'est beaucoup de chiffres, je le sais. Vous aurez évidemment ce tableau dans le rapport complet, mais regardons quelques faits saillants ensemble. Le top 3 des plateformes qui ont le plus grand nombre de comptes reste Facebook, YouTube et Instagram, des plateformes qui continuent aussi d'être en croissance. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Facebook est beaucoup moins populaire chez les 16 à 24 ans, hein. C'est une plateforme qui est plus vieillissante et ça le confirme avec ce résultat-là. Mais YouTube et Instagram s'imposent clairement comme des incontournables pour les 16 à 44 ans. Et vous verrez tout au long de la présentation, ces plateformes-là, YouTube, Instagram, sont un peu comme les grandes gagnantes de l'édition de cette année. De manière générale, les tendances restent stables par rapport à l'année dernière, mais on va remarquer la progression de Reddit et Threads, qui ont chacune gagné 3 points de pourcentage. Ces plateformes-là sont axées sur l'échange d'informations. Elles méritent qu'on parle d'elles, puis on va y revenir un petit peu plus tard. À droite, vous avez les plateformes de messagerie. Messenger trône en tête de liste, elle reste la plus populaire, mais WhatsApp affiche quand même une progression qui est notable. On est passé de 39 en 2023 à près de la moitié de la population canadienne aujourd'hui qui a WhatsApp. On le sait, WhatsApp est particulièrement prisé par les nouveaux arrivants et ça impacte définitivement les tendances d'utilisation canadiennes. Bon, là, on comprend qui a un compte où. C'est beau, ça nous a un petit peu mis la table. Mais comme moi, je suis certaine que vous vous êtes déjà ouvert un compte sur une plateforme parce que tout le monde le faisait ou parce que c'était une nouvelle plateforme puis ça montait en popularité, mais vous n'êtes jamais retourné. C'est pour ça, en fait, qu'on a intégré un autre grand tableau qui démontre, en fait, l'utilisation quotidienne des plateformes. Donc, les répondants nous disent, oui, j'utilise ces plateformes-là au moins une fois par jour. En rafale, ce qu'on doit regarder. Facebook, elle reste la plateforme la plus utilisée quotidiennement, suivie par Instagram et YouTube. Vous allez, encore une fois, comme je vous disais, souvent nous entendre parler d'Instagram et YouTube parce que ce sont des plateformes qui sont en augmentation au niveau du nombre de comptes, mais également au niveau de l'utilisation quotidienne. Il y a définitivement une tendance, il y a quelque chose qui se passe là, sur ces plateformes-là. Et chez les 16 à 24 ans, l'ordre de popularité en termes d'utilisation est le suivant. Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok et Messenger. Facebook n'est pas là. Sans surprise, mais ça vient vraiment confirmer que c'est une plateforme qui leur convient de moins en moins et sur laquelle ils sont de moins en moins actifs. Donc, cet autre grand tableau-là va de pair avec le tableau précédent qu'on vous a présenté. Parlons maintenant de Reddit et Threads, deux plateformes qui ont augmenté de nombre de comptes depuis l'an dernier. Deux plateformes dont l'utilisation quotidienne est aussi en hausse, hein, je vous le disais, elles ont augmenté autant en nombre de comptes, autant en nombre d'utilisations, fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un intérêt marqué envers les plateformes qui sont basées sur le texte et avec l'attrait pour Twitter/X qui diminue d'année en année, on peut s'attendre à ce que ces parts de marché soient absorbées par des plateformes comme Reddit ou Threads. Fait intéressant. Dans plusieurs de nos mandats clients, là, la tranche des hommes, particulièrement les jeunes hommes, est plus difficile à rejoindre sur le web parce qu'ils sont en général sur des réseaux un peu moins traditionnels. Mais là, sur Reddit, un réseau qui fait de plus en plus sa place, on voit qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes qui ont un compte. Il y a donc définitivement une opportunité pour rejoindre cette portion de la population via cette plateforme. Allons voir maintenant du côté de YouTube. Petit focus sur YouTube, qui est une des plateformes qui nous a le plus surpris en termes de résultats. Comme on l'a vu tout à l'heure, là, c'est la troisième plateforme la plus utilisée quotidiennement. On a demandé aux répondants comment est-ce qu'ils utilisent YouTube et ce qui en ressort, c'est vraiment la grande variété des activités qui sont réalisées. Il n'y a pas une activité qui va dominer vraiment plus qu'une autre. Certains vont l'utiliser pour se divertir, écouter de la musique, regarder du contenu influenceur. D'autres vont s'en servir comme moteur de recherche pour rechercher, visionner des tutoriels, des vidéos explicatives sur des produits en particulier ou encore regarder des critiques de produits. Le parallèle qu'on peut faire pour les organisations et les marques aujourd'hui, c'est que YouTube est une plateforme pertinente pour accompagner l'utilisateur tout au long de son parcours d'achat, de la notoriété à la considération à la conversion.
YouTube est évidemment en train de remplacer la télévision pour beaucoup. C'est donc, à notre avis, un espace incontournable pour capter une audience qui est qualifiée, influencer ses décisions d'achat. Puis aujourd'hui, ben, YouTube a évidemment préparé le coup. Vous pouvez le faire grâce à une panoplie de tactiques et de formats de contenu. On peut y publier des vidéos longues, des vidéos courtes, comme les shorts, ou encore implanter des publicités qui vont cibler les utilisateurs en fonction de leurs intérêts. On n'a pas le choix de parler de TikTok. J'ai comme l'impression que sinon, on se le serait fait dire. TikTok fait beaucoup jaser, oui, dans les médias, mais quand même, son adoption par les Canadiens reste genre, pas limitée, là, mais elle est quand même stable là, depuis les 2 dernières années. On parle d'environ un tiers de la population canadienne qui a un compte. C'est intéressant, mais quand on compare, par exemple, à nos voisins américains, eux, c'est près de la moitié de la population qui a déjà un compte. Fait qu'on est quand même, c'est adopté de manière moins massive chez nous. Cependant, chez les 16 à 24 ans, TikTok se classe quand même au 4e rang des plateformes les plus utilisées quotidiennement, juste après Snapchat. Donc, on comprend que c'est quand même une plateforme où est-ce qu'il y a peut-être un petit peu pour moins de gens que sur des plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram, mais c'est une plateforme qui est fort utilisée. Donc, il y a une audience qui est très qualifiée. Un point intéressant, parmi les 25 à 44 ans et les 45 ans et plus, il y a 30 et 37 d'entre eux qui vont utiliser TikTok pour apprendre de nouvelles choses comme cuisiner, bricoler, planifier un voyage. Donc, définitivement, il y a une place pour pouvoir éduquer sur cette plateforme-ci, passer de l'information au niveau de tutoriels, par exemple. Ça, c'est une de mes découvertes, de nos découvertes préférées. On vous a démontré un peu plus tôt où sont les Canadiens, où est-ce qu'ils ont des comptes, on sait leur fréquence d'utilisation par plateforme. Puis là, on s'est dit, OK, c'est le fun de savoir ça, mais nous, on aimerait ça savoir qu'est-ce qu'ils font réellement sur les plateformes, là. Si on pouvait être un petit oiseau sur leur épaule, les regarder scroller sur leur téléphone cellulaire, sur quelles fonctionnalités ils cliquent, c'est quoi leur parcours utilisateur, quelles activités est-ce qu'ils font en ligne. Donc, Amélie, je sais qu'il y a beaucoup d'infos sur le tableau. Est-ce que tu peux nous aider? Comment est-ce qu'on devrait le lire? Oui, donc c'est assez simple dans le fond là, à interpréter. Ici, on voit ce que les utilisateurs de différentes plateformes sociales, comme tu l'as mentionné, Sarah, font le plus souvent sur chacune par groupe d'âge. Et ça, c'est quand on leur demande de choisir 1 à 3 activités qu'ils font le plus souvent. Donc, on leur demande vraiment de nous dire qu'est-ce qui est le plus fréquent. Ici, on voit non seulement les activités qui sont les plus réalisées par groupe d'âge sur chaque plateforme, mais aussi celles qui sont significativement plus marquées chez certains groupes d'âge en vert. Par exemple, j'attire votre attention sur le coin inférieur gauche du tableau pour regarder, disons, ce que les 16-24 ans qui ont un compte font sur Facebook. On voit que leurs principales activités, c'est utiliser la messagerie. Donc, Messenger, par exemple, tout ce qui est parcourir leur fil d'actualité, passer le temps, vendre ou acheter sur Marketplace. Et au 3e rang, on retrouve rechercher des personnes ou des profils. Ici, on voit que rechercher des personnes ou des profils, c'est en vert parce que c'est une activité qui est significativement plus réalisée par les 16-24 ans qui utilisent Facebook versus les utilisateurs d'autres groupes d'âge. Donc, ça nous montre un petit peu l'angle peut-être plus utilitaire de Facebook pour les jeunes Z versus chez les utilisateurs d'autres groupes d'âge. Mais outre cela, dans ce tableau-là, Sarah, qui fait quoi où? Oui, merci Amélie. Puis en fait, comment est-ce qu'on peut le traduire pour les marques? Là, on va aller dans des exemples un petit peu plus tangibles. Donc, par exemple, les 16 à 24 ans qui utilisent Facebook de manière significativement plus élevée pour rechercher des profils ou des personnes. Si je suis une marque sur Facebook qui m'adresse simplement à cette audience-là, mais peut-être que j'ai pas besoin de créer énormément de contenu parce qu'ils vont pas engager avec le contenu que je vais créer. Cependant, il faut définitivement que j'ai une fiche ou un profil qui est créé, qui est mis à jour avec les informations pertinentes sur mon entreprise ou sur ma marque parce qu'ils vont me rechercher. Ils vont utiliser le moteur de recherche vraiment comme un moteur de recherche Google ou un site web encore. Mais chez nos 45 ans et plus, inquiétez-vous pas, il y a des gens qui interagissent encore sur Facebook. Les 45 ans et plus,
eux vont dire oui, j'interagis avec du contenu et je continue de participer dans des groupes. Donc, il y a définitivement un espace pour ces gens-là et puis ils sont prêts à interagir avec votre contenu. Au niveau d'Instagram, je reprends l'exemple qu'Amélie nous mentionnait, les 16-24 ans, encore une fois, notre génération Z un peu, va dire qu'elle envoie des messages directs. C'est d'ailleurs dans le top 3 là, le seul groupe d'âge qui va spécifier cette activité-là. Encore une fois, si je suis une marque, ben, peut-être que je me dis, je vais intégrer un support de service à la clientèle via ma messagerie Instagram pour pouvoir venir supporter ce genre de comportement-là des 16 à 24 ans. Et j'attire votre attention sur TikTok, encore une fois, chez nos chers 16 à 24 ans. Ils nous disent dans leur top 3 d'activités les plus réalisées sur la plateforme qu'ils interagissent avec du contenu. Et ça nous a fait sourire, notre équipe, parce que parmi toutes les plateformes qu'on a sondées, c'est la seule plateforme où est-ce que les 16-24 ans vont daigner nous dire oui, là, je peux interagir avec du contenu, je peux engager. Donc, il y a vraiment une opportunité pour les marques quand même d'aller créer une connexion, d'aller créer des interactions avec ce groupe d'âge-là sur la plateforme qu'est TikTok. Je vous rassure, aujourd'hui, on vous montrait seulement les 3 plateformes, mais dans le rapport, vous avez accès à un petit peu plus de plateformes qui ont été sondées avec les activités. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette première section-là, de cette première découverte-là? Ben, c'est que dans un monde où le contenu de marque doit avoir l'air le plus organique possible, bien comprendre les habitudes et les activités de nos audiences, c'est clé pour s'arrimer le plus possible à leur comportement naturel. Passons à la deuxième découverte. Avant qu'on fasse le grand dévoilement de cette découverte-là, on a un petit sondage pour vous. Je sais qu'il est tôt ce matin, là, mais on veut vous faire participer. C'est une question, en fait, qu'on a posée également à nos répondants. On leur a demandé, et on va vous demander, si vous deviez choisir entre entendre parler d'un produit ou d'un service de la bouche d'un employé de la compagnie ou encore un influenceur, qu'est-ce que vous choisiriez? Donc, on peut lancer, et merci beaucoup, on peut lancer le quiz. Vous pouvez choisir directement la réponse qui vous convient le plus. Allez-y. Merci beaucoup. Je pensais qu'on pouvait voir les résultats. Je ne les vois pas de mon côté, mais écoutez, on pourra vous les partager peut-être dans le chat par la suite et on peut passer à la grande découverte. Donc, on peut fermer le petit quiz. Merci beaucoup. Euh, Merci. Donc, en fait, on m'indique que vous avez voté en majorité pour le contenu employé à 61 et 39 pour le contenu influenceur. Mais écoutez, vous êtes exactement comme nos répondants qui ont aussi choisi le contenu employé. Donc, c'est notre grande découverte. Vos employés deviennent les ambassadeurs de votre marque. Avant d'aller voir le contenu employé, qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté-là? Allons quand même voir le contenu influenceur parce que c'est intéressant. Euh, le contenu influenceur, c'est des données qu'on suit quand même depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant. Une des questions qu'on demande à nos répondants, c'est est-ce que vous suivez des influenceurs ou des créateurs de contenu sur les médias sociaux? Depuis 2023, on a vraiment une belle progression. On était à 31 en 2023. Aujourd'hui, à 41 des Canadiens qui disent oui, je suis des influenceurs sur les médias sociaux. Ça nous prouve pour nous la pertinence de continuer de travailler et de collaborer avec des influenceurs. En parallèle, cependant, on leur pose aussi la question, est-ce que vous trouvez que le contenu publié par les influenceurs est crédible? Et là, on voit qu'il y a une petite baisse. Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer le derrière de cette baisse-là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, c'est certain que les influenceurs sont de plus en plus suivis, mais il faut garder en tête qu'on est aussi de plus en plus exposé à une grande quantité de publicité, que ce soit bon, sur des affiches, sur le web, de manière générale, à la télévision. Et les influenceurs ne font pas exception à cette tendance-là parce qu'ils publient de plus en plus de contenu qui est commandité. Ils vont multiplier leurs collaborations avec les marques également. Et parallèlement, dans les données de l'étude, on remarque que la proportion de Canadiens qui ont de la difficulté, en fait, qui affirment avoir de la difficulté à discerner le vrai du faux sur les plateformes numériques est en hausse. Donc oui, on suit les influenceurs, on les aime, mais on a tendance à être plus critique quand vient le temps d'évaluer leur crédibilité. D'ailleurs, l'aspect de tout ce qui est authenticité et transparence, on voit dans les données que c'est le critère de choix numéro 2 quand vient le temps de choisir de suivre un influenceur
Et ça arrive juste derrière la base des influenceurs, soit le fait de suivre quelqu'un qui crée du contenu qui est drôle et divertissant. Merci. Puis dans le rapport complet, là, on va couvrir ce qu'Amélie vient de mentionner, là. Quel type d'influenceurs on a tendance à suivre selon notre âge et notre genre? Et aussi, c'est quoi nos critères de sélection pour suivre un influenceur? Vous allez tout retrouver ça dans le rapport. Ce qu'on va remarquer là, rapidement, c'est que les plus jeunes vont chercher le divertissement, l'inspiration, alors que les plus vieux vont se tourner vers des influenceurs un peu plus pratico-pratiques, qui proposent du contenu plus pragmatique, utile pour la vie de tous les jours. Puis, évidemment, on a également demandé où est-ce que vous suivez en majorité les influenceurs. Puis, on a encore une fois nos plateformes reines de cette étude, Instagram et YouTube en tête de file, suivi de Facebook et TikTok. Bon, allons voir maintenant le contenu employé. On vous avait déjà vendu le punch, mais voici les chiffres. C'est 73 des répondants qui préfèrent entendre parler de produits ou de services par un employé versus un influenceur ou un créateur de contenu. C'est une tendance qui va vraiment primer sur tous les groupes d'âge et elle va s'intensifier plus on est vieux. Au Québec, c'est d'autant plus fort. 79 des répondants préfèrent entendre parler d'une marque par les employés. Au départ de la présentation, quand je mentionnais du contenu EGC, c'est ce à quoi on fait référence du Employee Generated Content, du contenu généré par les employés. Donc, visiblement, c'est un contenu que les Canadiens sont prêts à recevoir et qu'ils voient également de manière très positive. Donc, on a demandé la question lorsqu'une marque fait appel à ses employés pour promouvoir produits, services, comment est-ce que vous voyez ça? 43 positif, 45 neutre. Donc, on peut en déduire que en général, soit ça les dérange pas ou ils sont ouverts, ils trouvent ça positif, ce type de contenu-là. À titre comparatif, pour la même question pour le contenu influenceur, on tombe à 33 du côté du positif. Donc là, on n'est pas en train de dire que le contenu influenceur, c'est pas bon, on jette ça aux poubelles, pas du tout, au contraire. C'est des stratégies de contenu qui peuvent vraiment bien vivre en parallèle. Faut pas oublier que le contenu influenceur, ben, on l'achète aussi, on fait des collaborations avec des influenceurs pour pouvoir accéder souvent à des nouvelles audiences. Donc, ça peut vraiment vivre en parallèle, mais il y a une opportunité pour vous de créer du contenu avec vos employés à l'interne pour vos médias sociaux, définitivement. LinkedIn, plateforme à saveur professionnelle. Vous avez vu notre grand tableau tantôt de qui fait quoi où. On a également posé la question pour LinkedIn. Et c'est intéressant de regarder que 22 des répondants qui ont un compte LinkedIn l'utilisent pour suivre des entreprises et des leaders d'opinion. Donc, parfois, lorsqu'on ne sait pas où commencer, sur quelle plateforme avec du contenu employé, ben LinkedIn, ça peut être une plateforme qui est tout indiquée où est-ce que ben, l'activité de ses utilisateurs, c'est également de regarder du contenu qui est fait par les employés. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette deuxième grande découverte? Soyez toujours rigoureux dans vos associations avec les influenceurs. L'alignement des valeurs est toujours important, mais même de plus en plus important pour vraiment valider cette crédibilité du contenu et de votre marque. Et puis, au niveau du EGC, ben, miser sur le contenu généré par les employés, c'est la grande tendance de l'heure. On va la voir en 2025. Assurez-vous que ça fasse vraiment partie de votre stratégie et j'ajouterais de ne pas oublier de bien briefer vos employés également. Comme vous briefez vos influenceurs, c'est important de bien les guider pour avoir du contenu de qualité. Merci, Sarah. Pour notre troisième découverte, on va regarder ensemble comment les marques peuvent capitaliser sur du contenu divertissant pour informer, éduquer et maximiser leur engagement auprès de leur audience. Ben, premièrement, bonne nouvelle. Ce qu'on remarque, c'est que les Canadiens ils ont encore un intérêt à suivre et à interagir avec les marques via les médias sociaux. Globalement, c'est 41 des Canadiens qui suivent des marques et entreprises sur les médias sociaux. C'est une tendance en progression depuis 3 ans. Mais si on va plus dans le détail, on remarque quand même une différence générationnelle entre les moins et les plus de 45 ans. C'est 59 des 16 à 44 ans qui suivent les marques sur les médias sociaux. Tandis qu'à partir de 45 ans, ce chiffre descend à 27. Donc, toute proportion gardée, là, il y a quand même 2 fois moins de Canadiens de 45 ans et plus qui suivent les marques sur les médias sociaux. Merci. Bon, regardons sur quelle plateforme les Canadiens suivent et engagent la conversation avec les marques et entreprises. Ce qu'on remarque, c'est qu'Instagram est vraiment en train de se positionner comme le quartier général des marques et entreprises sur les médias sociaux. C'est la seule plateforme qui occupe la première et deuxième position dans tous les groupes d'âge. Donc, Instagram, c'est un écosystème riche pour vous.
Il offre une excellente portée à travers les différents groupes d'âge, des formats et des contenus très engageants comme les stories qui vous permettent vraiment d'engager la conversation en continu avec vos abonnés. Il ne faut pas aussi oublier qu'Instagram, c'est la plateforme par excellence pour activer vos campagnes influenceurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de succès. Enfin, YouTube, ben, il n'est pas oublié, hein, c'est environ le quart des Canadiens, tout groupe d'âge confondu, qui déclarent suivre les marques sur cette plateforme. TikTok, quant à lui, ben, il gagne en popularité chez les 16-24 ans. Donc, à considérer pour les organisations qui ont une capacité, les ressources de proposer du contenu dans des formats dynamiques et adaptés à une audience plus jeune. Parlons du contenu sur les médias sociaux pour les marques. 71% des répondants disent préférer les marques ou produits qui proposent des publicités drôles et divertissantes. Chez les 16-24 ans, 60% d'entre eux apprécient particulièrement les publicités adaptées à leur intérêt et passion. Ce que ça démontre, c'est que les marques capitalisent sur du contenu agréable, sur la culture web et l'humour. Ben, ils arrivent mieux à capter l'attention des utilisateurs, puis ils génèrent plus d'engagement et de mémorabilité. Donc, dans un contexte où les utilisateurs ont une attention super limitée, que la portée de vos publications est de plus en plus faible, ben, il est important d'avoir une stratégie de contenu qui se démarque par sa créativité, puis qui est toujours pertinente afin d'établir une relation durable avec vos audiences. Donc, à retenir pour les marques, Instagram, Facebook, YouTube et TikTok sont des plateformes incontournables. Pensez aussi à challenger votre stratégie de contenu actuelle pour voir comment vous pouvez capitaliser sur les tendances, l'humour et la culture web afin de la rendre plus authentique et engageante. Les données le montrent, les consommateurs préfèrent et se souviennent davantage des contenus divertissants qui génèrent de l'émotion. Puis à cela, ben, réfléchissez également à votre stratégie de plateforme et de format pour voir comment vous pouvez tirer parti des vidéos plus courtes, des Reels sur Instagram, puis aussi des audiences très engagées sur TikTok. J'en profite pour vous parler rapidement de notre service d'audit numérique. Chez Léger Digital, c'est un produit très populaire auprès des organisations qui souhaitent avoir un diagnostic clair de leur écosystème numérique. Donc, nos experts vont venir analyser votre site web, vos médias sociaux, vos campagnes numériques passées, puis même votre stratégie de contenu. Puis l'objectif, ben, c'est de vous fournir un audit détaillé, identifier les opportunités concrètes, puis qui vous propose des recommandations pour que vous puissiez par la suite ben, améliorer votre stratégie puis votre présence numérique. Oui, à toi, Amélie. Merci, Boris. Quand émotion rime avec résultat, une nouveauté pour cette année dans l'étude digitale. Donc, en plus de la méthode du sondage classique que vous connaissez bien, on a utilisé la technologie QAI dans l'édition de cette année pour aller opposer différents formats publicitaires en mode AB, disons. Donc, qu'est-ce que QBI? C'est un outil qui capture les émotions faciales et le parcours du regard des répondants quand ils visionnent une vidéo sur le web et qui complète nos sondages. Donc, la mesure des émotions faciales et l'oculométrie, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs années déjà, mais c'est vraiment la combinaison des deux dans le contexte d'un sondage web qui fait la force de notre outil QBI. Donc, l'outil vient un peu complémenter les résultats de sondage dans l'évaluation du contenu publicitaire en évaluant notamment les scènes captivantes, l'impact émotionnel, les moments engageants, etc. Donc, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert? QBI, c'est un outil pour pré-tester ou post-tester vos campagnes publicitaires, vos contenus sur le web. Un bon exemple de ça, c'est on a une vidéo de 60 secondes et on veut la découper en vidéo de 15 secondes en priorisant les moments à fort impact. Donc, l'outil QBI va vraiment nous permettre d'identifier c'est quoi les moments sur lesquels miser. D'ailleurs, sur la diapositive qu'on a ici à l'écran, à droite, vous avez vu une petite vidéo d'une publicité IKEA. On peut voir d'ailleurs dans la vidéo l'évolution de l'attention et de l'émotion positive tout au long. On voit d'ailleurs qu'il y a certains pics d'émotions positives à des moments clés, où est-ce qu'on a par exemple des interactions humaines ou à la fin, quand on voit le logo d'IKEA, qui est un logo qu'on connaît, qu'on aime pour certaines personnes, qui nous amène un certain sentiment positif. Ici, on voit la mesure des émotions positives et négatives, mais sachez que QBI va un petit peu plus loin aussi là, dans l'analyse. L'outil nous permet notamment de distinguer
la colère, le dégoût, la peur, la tristesse, le bonheur, la surprise et un état neutre qui correspondent à des émotions qui peuvent être considérées comme étant universelles. Dans les prochaines pages, on va voir ce que les répondants ont préféré pour les publicités qu'on a mis en opposition vraiment au niveau du sondage. Et ensuite, on reviendra un petit peu plus tard aux bonnes pratiques qui sont issues du test QBI. Donc maintenant, place aux résultats. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a comparé un visuel qui est statique versus un visuel qui est animé, qu'on pourrait utiliser sur les médias sociaux, par exemple, pour la promotion de notre panel Léo chez Léger. On voit dans le sondage, la majorité des répondants préfèrent le créatif animé. Cependant, ce qui est important de ressortir de ça, c'est que le choix final du type de créatif va toujours dépendre de l'objectif de la publicité. On voit par exemple dans les mots-clés sur le côté que ceux qui ont préféré le visuel animé l'ont trouvé plus vivant, plus accrocheur quand on leur demande, par exemple, dans une question ouverte, de justifier leur choix, alors que ceux qui ont préféré le visuel statique ont aimé qu'il soit vraiment simple et épuré. Bref, ici, pour faire un choix, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut capter l'attention de l'audience ou est-ce qu'on veut communiquer un message le plus simplement possible? Et ça peut nous amener à choisir qu'est-ce qui est le bon format, le bon créatif pour nos besoins. Pour la prochaine dualité, le prochain AB, j'aimerais savoir un petit peu votre opinion. Selon vous, ici, on a opposé une vidéo professionnelle de la marque de soins de la peau CeraVe avec une vidéo de type UGC, qui veut dire User Generated Content, donc contenu généré par les utilisateurs, où est-ce qu'on a une influenceuse qui présente les produits et on vous demande, dans un petit sondage, selon vous, quel type de contenu les répondants ont préféré ici. On va laisser quelques secondes à tout le monde pour répondre, puis ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, on pourra voir les résultats dans le chat. Parfait. Donc, on devrait voir les résultats apparaître sous peu. Parfait. Donc, 30 on dit 30 professionnel versus 70 user-generated content, donc contenu généré par les utilisateurs. C'est vraiment intéressant comme résultat. En fait, c'était aussi notre hypothèse. On s'attendait à 100 que les gens préfèrent le contenu généré par l'influenceuse, surtout les jeunes, parce que c'est quelque chose qu'on sait quand même que ce type de contenu-là, qui est plus, disons, authentique, transparent, plaît aux plus jeunes. Par contre, passons aux résultats. On a été bien surpris de voir qu'en fait, les gens avaient tendance à préférer la vidéo professionnelle à la vidéo de type User-Generated Content. Mais encore une fois, ici, ça dépend vraiment en fait de c'est quoi notre objectif quand vient le temps de faire un choix. Par exemple, on voit que les gens qui ont préféré la vidéo professionnelle l'ont trouvé bien expliquée, mais aussi il y avait l'aspect crédible, réaliste, mieux réalisé, plus professionnel qui a été mentionné pour justifier leur préférence. Et à l'inverse, ceux qui ont préféré la vidéo de type User-Generated Content nous ont dit, oui, c'est bien expliqué, mais j'aime que ce soit plus humain, que ça me rejoigne davantage. C'est plus authentique, réaliste, crédible. C'est quelque chose qui me rejoint, ce à quoi je peux m'identifier. Puis pour votre information, même parmi nos fameux 16-24 ans, oui, ils sont plus portés à choisir le contenu de type UGC, mais c'est 50-50. Donc, il n'y a pas de préférence claire non plus, ce qui amène vraiment la nécessité de réfléchir à c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre avec le contenu. Par exemple, ici, on se demande, est-ce que je veux créer une base de crédibilité pour ma marque, la faire découvrir sur des bonnes bases, ou je veux vraiment aller développer une relation avec mon audience, créer une connexion en montrant une personne, une influenceuse, par exemple, à qui mon audience peut s'identifier. Maintenant, arrivons aux bonnes pratiques en termes de Cube AI. Ici, on vous montre des bonnes pratiques pour une meilleure mémorabilité basée vraiment sur le test Cube, non seulement dans l'étude digitale, mais aussi dans d'autres études réalisées par Léger, quand on identifie notamment des pics d'émotions positifs. Montrer un gros plan du produit, c'est quelque chose qui va attirer l'attention, faire réagir, montrer un visage humain, changer les plans.
révéler des éléments pour créer des effets de surprise. Au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment créer des émotions. Montrer le produit en action, comment on va l'utiliser concrètement. Ça va vraiment garder l'attention de l'utilisateur. Montrer le logo, surtout quand c'est une marque connue, une marque qui a une bonne réputation qu'on aime, comme IKEA qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, et montrer des visages souriants, des interactions entre humains. Bon, on s'entend que ces bonnes pratiques-là, c'est quand même des bonnes pratiques qu'on peut utiliser avec toutes sortes de formats publicitaires, animés, statiques, etc. Mais Boris, comment choisir vraiment les bons formats pour notre marque, pour notre entreprise? Merci, Amélie. Ben, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est ça, on peut penser au bon format publicitaire, au bon message diffusé auprès de la bonne audience. Et maintenant, il y a toute la notion d'émotion avec laquelle vous pouvez jouer, hein. Vous avez accès à des outils comme QBI pour mesurer l'émotion perçue par les utilisateurs, puis ben, toutes les best practices qu'Amélie vient de vous partager. Donc, pensez à mesurer, planifier l'émotion générée dans vos campagnes créatives, puis de voir comment vous pouvez vraiment l'intégrer dans le storytelling de vos messages. Ça va vous aider vraiment à améliorer la mémorabilité puis l'engagement de vos campagnes. Oui, donc dans cette section, on va parler de confiance envers les médias sociaux, de cookies et d'intelligence artificielle. Ben, les réseaux sociaux, on les utilise beaucoup, hein. Toutefois, ce n'est pas la source d'information en laquelle les Canadiens ont le plus de confiance. Ce qu'on voit ici, c'est que les médias traditionnels comme la radio, les journaux, les sites de nouvelles et la télévision inspirent plus de confiance. C'est seulement 39% des Canadiens qui disent avoir confiance aux médias sociaux. Donc, pour les organisations, le défi il est double. D'un côté, les réseaux sociaux, ça demeure essentiel pour attirer l'attention et engager les audiences. Mais de l'autre côté, vous avez des utilisateurs qui sont quand même méfiants. Donc, cette méfiance-là peut rapidement se transformer en critique. Donc, il est important de faire preuve de transparence, d'assurer une communication authentique afin de construire puis de bâtir une confiance avec vos abonnés, puis surtout bâtir une réputation sur les médias sociaux. Parlons d'un autre double défi pour les organisations, c'est la dualité entre partage de données et de personnalisation de l'expérience. D'un côté, les utilisateurs ils veulent des expériences en ligne, puis des offres toujours plus personnalisées et pertinentes. Pourtant, il y a seulement 30% d'entre eux qui sont prêts à partager délibérément leur information personnelle. Donc, c'est ça, de l'autre côté, ben, on a 82% des répondants qui acceptent les cookies sur les sites Web. Fait que ce que ça nous indique, c'est que les consommateurs sont prudents à l'idée de partager des informations sensibles, mais ils restent quand même sont plus ouverts à la collecte de données moins intrusives comme les cookies. Donc, pour les marques, l'opportunité, je pense qu'il est clair, il faut trouver le bon équilibre là, entre personnalisation et respect de la vie privée, en adoptant des pratiques transparentes, puis en montrant aux utilisateurs les avantages concrets de partager leurs données. Ben, vous pouvez bâtir une relation de confiance, puis vraiment là, les amener vers une personnalisation de l'expérience. L'intelligence artificielle, ben, pas le choix d'en parler, c'est un sujet qui s'impose de plus en plus. D'abord, quelques données intéressantes. On observe que 40% des Canadiens perçoivent l'IA de manière positive, puis il y en a 20 hein, qui la perçoivent de manière neutre. Donc, au total, 60% des Canadiens ont une vision neutre ou favorable de l'intelligence artificielle. On sait également là, qu'il y a 96% des Canadiens qui utilisent des moteurs de recherche comme Google, au moins une fois par semaine. Donc, pas de surprise ici. Là. Google, ça demeure quand même la porte d'entrée principale vers le web. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le 24%. Il y a près d'un quart des Canadiens qui disent déjà utiliser les outils de l'IA comme ChatGPT au moins une fois par semaine. Puis ce qui est de doublement intéressant, c'est un 15% ici, chez les 16-24 ans. Pour eux, ben, ChatGPT, c'est devenu le premier réflexe, avant même les moteurs de recherche. Donc là, on a nos early adopters. Puis cette tendance, ben, elle pourrait avoir des implications profondes là, pour votre organisation. Pensez un peu juste au référencement, au SEO que vous faites sur les sites de nouvelles, sur les moteurs de recherche. Si ChatGPT se met à avoir une place plus importante que Google, puis qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs qui vont sur Google, bien, il va falloir rapidement adapter les stratégies numériques
pour s'assurer une bonne visibilité dans ChatGPT. Puis il ne faut pas oublier que pour l'instant, ChatGPT n'a pas de placement publicitaire. Donc, ça va être intéressant de voir si bientôt il va le proposer, puis de quelle manière ça pourrait aussi impacter votre stratégie publicitaire numérique, surtout si vous faites beaucoup de campagnes sur Google. Donc, vraiment, là, un sujet à suivre. Là. Mais en résumé, pour maximiser votre crédibilité en ligne, vous devez relever différents défis, continuer à bâtir la confiance sur les plateformes sociales où les Canadiens demeurent méfiants, trouver un équilibre entre personnalisation de l'expérience et respect de la vie privée. Ben, pour ce faire, pensez à collaborer avec des médias crédibles, à utiliser la publicité pour promouvoir des contenus vraiment qui sont toujours pertinents et transparents. Euh, Puis ça va vous aider à montrer une valeur ajoutée, rester authentique, puis vous allez pouvoir cultiver cette réputation-là en ligne avec vos abonnés. Merci beaucoup, Boris. Merci, Amélie. On arrive à la fin du webinaire. On a encore quelques informations à vous partager, puis évidemment la période de questions. Mais regardons ensemble les 5 grandes découvertes ou les 5 grandes idées qu'on vous a préparées et présentées aujourd'hui. Donc, à retenir, si vous voulez partir avec une diapositive, c'est celle-ci. Donc, il y a une utilité distincte pour chaque groupe d'âge. On l'a vu notamment dans le tableau qui fait quoi où. Les employés deviennent les ambassadeurs de votre marque. Les 3 lettres à retenir, c'est le EGC. Le divertissement pour informer et éduquer. Des résultats générés par les émotions. On doit arrimer l'objectif à l'émotion qu'on veut générer. Et personnalisation et confiance sont essentiels pour engager les utilisateurs. On a été vraiment innovants cette année. Je pense que vous l'avez vu tout au long de l'étude, puis c'est pas terminé. On est heureux de vous présenter également Léon, notre assistant intelligent. À la fin du webinaire cet après-midi, vous allez obtenir une copie du rapport sommaire de l'étude gratuitement. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est possible de vous procurer également le rapport complet. Quand je parle de rapport complet, vous aurez accès à tout le rapport. Toutes les questions, il y en a certaines qu'on n'a pas retenues évidemment pour le rapport sommaire. Donc, toutes les questions, tous les croisements sociaux des mots par âge, par genre, par province, la donnée des États-Unis également. On parle environ d'un rapport de plus de 100 pages, alors que le rapport sommaire est d'environ d'une quarantaine, cinquantaine de pages, juste pour vous donner un peu une idée. Et en plus, vous serez accompagné, si vous vous procurez le rapport complet, de Léon, notre agent conversationnel, qui vous permet de trouver les réponses à vos questions plus rapidement et plus facilement. Donc, c'est vraiment un outil qu'on a développé pour pouvoir trouver les résultats. Vous lui posez une question, on a une petite démo ici là, qui est devant vous. Vous lui posez une question sur l'étude, puis même sur certaines données des années précédentes, puis il va aller pouvoir vous trouver la réponse très facilement et très rapidement. Donc, vous pouvez nous écrire pour pouvoir obtenir le rapport complet et en même temps, Léon qui vient vous aider à trouver l'information plus rapidement. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais remercier les personnes qui ont travaillé avec passion sur cette étude. C'est beaucoup de travail, mais tellement pertinent. Donc, Maryse Dupuis qui a coordonné l'ensemble de l'étude 2025, Caroline Fortin pour la direction et rédaction du contenu, Lynn Tran et Elsa Gravel pour la direction artistique et la production visuelle, Amélie Berriot-Poirier et Maud Delay pour la production du rapport de recherche et tout ce qui s'y rattache, Gabriel Gagnon et AJ Rao pour le développement de Léon. Merci à toute l'équipe de Léger et de Léger Digital. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des collègues dans le reste du Canada ou des collègues anglophones, on donne le même webinaire aujourd'hui à midi. On vous envoie le lien dans le chat pour vous inscrire ou pour leur partager. Et maintenant, on peut ouvrir la période de questions. Je vous rappelle que vous avez un bouton Q&R ou Q&A en bas de votre écran pour les poser. D'ailleurs, on en a beaucoup. C'est le fun, ça fait réagir le contenu de cette étude. J'en ai vu plusieurs, Amélie, au sujet des informations qu'on pourrait retrouver dans le rapport. Donc, est-ce qu'on a sondé, par exemple, juste les Québécois? Est-ce qu'on a les tranches d'âge qui sont séparées? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la métaux et qu'est-ce qui est disponible dans le rapport complet? Oui, Sarah. Donc, pour chacune des questions, en fait, qu'on a posées dans le sondage, le rapport complet présente non seulement les résultats totaux, qui sont comme les données qu'on a présentées aujourd'hui, mais aussi parmi les hommes versus les femmes, les 16-24 ans, les 25-44 ans et les 45 ans et plus. On a les résultats par province. Et on a également Québec versus le reste du Canada. Il y en a qui posaient la question justement, bon, le Québec, c'est quand même un marché unique. Est-ce qu'on a une lecture vraiment sur ce marché-là? Oui.
Donc, dans le rapport, on peut voir quand il y a des contrastes significatifs au niveau du Québec versus les autres provinces canadiennes. Et on a également les résultats totaux pour les États-Unis. Donc, ça nous permet de voir les différences clés entre le marché canadien et le marché des États-Unis. Excellent, merci beaucoup. Beaucoup de questions aussi sur Blue Sky. On s'attendait à ce qu'on nous parle de cette plateforme-là. Boris, peut-être une question pour toi. On se demande, Pierre Thomas se demande, la progression récente de Blue Sky versus X ou Twitter semble significative. Est-ce qu'on a des données au sujet de cette plateforme? Non, dans cette étude, on n'a pas de données dans cette plateforme, hein. C'est tout récent, hein, la sortie de Blue Sky. Mais nous, on adore faire ça, suivre l'évolution. Tu sais, à la même période, c'était Threads qui venait de sortir l'an dernier. Donc, c'est sûr que on va l'inclure dans la prochaine étude, là. On va questionner les Canadiens américains sur Blue Sky, mais dans cette étude-là, on n'a pas de données sur cette plateforme. Exact. L'étude a été faite cet été au mois d'août. Blue Sky est sorti en début 2023, puis c'était encore quand même mineur là, son impact dans la société, on va dire. Là, on en parle de plus en plus depuis les élections américaines. À titre comparatif, là, ils sont rendus à peu près environ à 25 millions d'utilisateurs, alors que Twitter est à plus de 600 millions. Donc, c'est quand même une bonne progression là, pour Blue Sky. Ça sera définitivement à suivre l'année prochaine, à savoir si elle est toujours ça a toujours le vent dans les voiles. Une question pour toi, Amélie. Est-ce qu'on a sondé sur le temps passé sur chaque plateforme par groupe d'âge? Donc là, on a montré l'utilisation quotidienne, mais quels sont les autres facteurs qu'on a mesurés par rapport à l'utilisation des plateformes? Oui, on est allé vraiment sur la fréquence, donc on allait jusqu'à plusieurs fois par jour pour voir les gens qui l'utilisent vraiment, vraiment souvent. Par contre, on n'a pas demandé la durée nécessairement, donc combien de minutes ou combien d'heures. Par expérience, c'est une question à laquelle les gens ont beaucoup de difficultés à répondre dans les sondages. Donc, souvent, ils vont sous-estimer le temps qu'ils passent sur différentes plateformes. C'est pour ça qu'on a choisi d'y aller vraiment en fréquence. Merci. Maurice, il y a beaucoup de questions sur le EGC. Les gens nous demandent de un peu plus définir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça concerne du contenu dans lequel il y a un employé de la marque qui est publié sur les médias sociaux de la marque ou est-ce qu'on parle de contenu qui va être publié sur les médias sociaux de l'employé? Est-ce que tu peux adresser cette question-là? Ouais, c'est une bonne question. Euh, Les deux approches sont possibles, en toute honnêteté, hein. Je pense que l'idée Mhm. ici, c'est de voir quelle approche fait de plus de sens en fonction de votre écosystème numérique. Des fois, on a des approches hybrides où est-ce que l'employé va être uniquement utilisé comme, je veux dire, porte-parole. Donc, on le forme, on lui donne un bon brief. Après ça, une fois qu'on a son contenu, ce contenu-là est amplifié via les plateformes officielles de la marque. Mais des fois, on a des approches différentes où est-ce qu'on va aussi capitaliser sur les plateformes sociales de l'employé lui-même, son compte LinkedIn, par exemple, afin qu'il devienne aussi un diffuseur. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Les deux approches sont possibles. L'idée, je pense, c'est d'encadrer puis donner de la confiance, puis d'inspirer vos employés pour qu'ils puissent prendre la parole puis relayer votre message. Ben, Sarah l'a montré, là, ça génère quand même des bons résultats, puis c'est bien accueilli par vos clients. Mhm. Une question pour Amélie et Boris. Ensemble, on me parle des vidéos là, professionnelles versus UGC. Donc, Véronique nous dit, je crois que les deux vidéos combinées me feraient acheter un produit, la UGC et la vidéo corpo. Suis-je seule à penser que les deux vont inciter le consommateur à acheter? Donc, les vidéos qu'on a présentées de Ceravis, c'est une vraie campagne là, qui était disponible en ligne. Peut-être qu'on peut parler des canaux sur lesquels ils ont été activés, puis comment c'est possible effectivement d'activer les deux en même temps. Boris, peut-être de ton côté. Oui, non, c'est un bon point, c'est un bon commentaire. En effet, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de marques et organisations qui vont capitaliser sur les deux types de contenus, mais la stratégie peut être complémentaire. Je m'explique. On peut aller travailler de la notoriété avec la vidéo plus professionnelle, hein. On peut imaginer que cette vidéo-là est diffusée sur Meta, elle est diffusée sur YouTube. Puis après ça, ben, on peut aller faire du recyclage ou cibler des audiences plus précises avec la vidéo UGC sur un TikTok ou sur Instagram. Donc, vraiment, là, c'est de voir comment on peut travailler peut-être un message plus de diffusion, d'engagement général, puis aller là, après ça, travailler plus l'engagement avec. Donc, tout ça pour vous dire, c'est que ces deux contenus-là peuvent très bien travailler ensemble, puis on peut s'assurer de les faire diffuser auprès d'audiences à des moments clés de votre entonnoir de conversion.
Tout à fait. Puis, ben, Boris, comme on a vu tout à l'heure aussi, quand on demandait aux répondants pourquoi ils préféraient l'une ou l'autre, c'est des raisons totalement différentes, mais c'était Mhm. deux objectifs qu'on veut atteindre probablement en tant que marque. Tu sais, c'est professionnel, c'est crédible, ça construit quelque chose de solide, une bonne base pour capter mon intérêt envers la marque. Mais d'un autre côté, quand j'étais sur le contenu de l'influenceuse, ben, je peux m'identifier à ça, c'est authentique, c'est quelque chose qui crée une connexion, peut-être un petit peu plus. Mm. Oui, quelques questions pour toi par rapport à ce qu'on a sondé sur la méfiance des gens en ligne. On a parlé rapidement tantôt de la distinction du vrai et du faux. Donc, quelques commentaires par rapport à ça. On voit beaucoup de faux comptes qui rentrent en contact avec les usagers qui semblent vouloir faire du hacking. Est-ce que ça affecte la confiance des gens vers les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a une idée de la progression de la haine en ligne? Des bonnes questions. Donc, on n'a pas exactement posé ces questions-là, mais on a des questions quand même sur la distinction du vrai, du faux, puis la méfiance sur le web. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus? Oui, tout à fait. Le web, c'est sûr qu'on passe de plus en plus de temps dessus. Les gens disent de plus en plus, j'aime consulter le web pour me divertir ou m'inspirer. Je le fais de plus en plus, mais des attitudes qui sont en hausse dans l'étude qu'on voit notamment, c'est le fait de se sentir observé, écouté, dire que ma vie privée est compromise. Donc, c'est 62 des Canadiens cette année qui sont en accord, très ou assez, avec cet énoncé-là. C'est une hausse significative par rapport à l'an passé. Même chose, je trouve difficile de discerner le vrai du faux sur les plateformes numériques. 53 des Canadiens en accord avec cet énoncé-là cette année, un énoncé qui est également en hausse. Donc, définitivement, cette méfiance-là, un peu, ça nous prend un petit peu plus pour faire confiance au contenu qu'on voit. Puis on le voit justement avec ce qu'on a discuté au niveau des influenceurs et le fait qu'on est de plus en plus à la recherche d'authenticité et de transparence. Marie, c'est une question pour toi. On a légèrement parlé de Reddit et de Threads. Tu sais, Threads qui nous a quand même surpris cette année. L'an dernier, on était quand même frileux, là. Il y avait seulement 10 de la population qui s'y trouvait. Cette année, ça monte à quand même à 14. Puis il y a une progression aussi au niveau de la fréquence d'utilisation, au niveau des gens qui l'utilisent au moins une fois par jour. On nous demande carrément, est-ce que ça vaut la peine comme marque de s'ouvrir un compte sur Threads? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Oui, non, c'est intéressant, c'est une bonne question. Euh, tu sais, globalement, c'est 14% des Canadiens qui disent avoir un compte sur Threads. Threads n'est pas non plus le compte où est-ce que les utilisateurs y retournent le plus quotidiennement. Donc, je pense que c'est à surveiller. Je pense que ça mérite de faire aussi un audit. Est-ce que vous avez des compétiteurs ou des organisations similaires qui l'utilisent? Ce qu'on remarque pour l'instant, c'est que l'utilisation est beaucoup faite par des individus, des influenceurs, mais on a peu d'exemples concrets de marques ou organisations qui ont des présences solides et établies sur Threads pour l'instant. Euh, à titre comparatif, je pense que c'est 23% des Américains qui sont sur Threads. Donc peut-être qu'il va y avoir plus de Canadiens qui vont se joindre à la plateforme. Peut-être qu'il va y avoir plus d'organisations et de marques aussi qui vont établir des présences. Mais pour l'instant, c'est assez minime. On a peu d'exemples concrets. Mhm. Une question pour toi, Amélie, puis on va être sur la fin. Là, on veut quand même vous laisser quelques minutes avant votre prochaine rencontre. On nous parle des influenceurs. Est-ce qu'on a un classement des influenceurs par groupe d'âge, par thématique? Donc, on n'a pas exactement un classement d'influenceurs, hein, à savoir qui sont les influenceurs les plus populaires. C'est une question qu'on se pose à chaque année, juste pour vous le partager. C'est difficile pour les répondants de pouvoir identifier des influenceurs qui sont vraiment conséquents parce que là, on va mélanger influenceurs avec personnalité publique. Donc, c'est difficile d'obtenir un classement de top de personnalité, mais on a quand même un classement au niveau des catégories d'influence, Amélie, qui va se retrouver dans le rapport. Oui, tout à fait. On a demandé aux gens quelle catégorie d'influenceurs, d'influenceuses, créateurs de contenu suivez-vous. Donc, on a la donnée au global et par groupe d'âge dans le rapport. On voit aussi qu'il y a certaines différences par rapport au groupe d'âge sur les catégories d'influenceurs qui sont les plus suivies. Mm. Excellent, merci beaucoup. J'ai vu également beaucoup de questions sur le rapport complet, le prix, etc. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse qui est indiquée ou sinon répondre au courriel qu'on va vous envoyer cet après-midi, solution avec un S à commercialléger360.com. On a voulu faire un rapport qui était vraiment abordable cette année, mais qui donne vraiment une ampleur totale sur l'étude avec tous les résultats, tous les croisements comme on vous l'a mentionné. Donc, écrivez-nous, puis on pourra prendre contact avec vous
très rapidement. Je vois qu'il est déjà 9h55. On a passé près d'une heure ensemble. Ça a été fort agréable. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Boris, pour votre temps. Merci beaucoup aux participants. On était plusieurs centaines à se connecter aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, on reste disponible par courriel. Et puis, sinon, bon temps des fêtes et on se revoit l'année prochaine.